Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. C'est vraiment un grand plaisir que de pouvoir se retrouver physiquement dans une grande salle de réunion pour réfléchir un peu ensemble et pouvoir échanger autrement que par l'intermédiaire du téléphone. C'est un grand honneur pour les 5 mécènes de la 33e édition du Concours international des mémoires de l'économie et de la finance d'être reçus dans cet auditorium de la Banque de France. C'est aussi un moment fort de retrouvailles pour nous tous, après ces 2 longues années de restriction de nos interactions sociales, ainsi qu'en témoigne le nombre de présents ce soir. Nous attendions avec impatience ce moment, même si notre bonheur est terni par les événements qui se déroulent sous nos yeux stupéfaits et consternés aux portes de l'Europe, remettant en cause le dogme de l'intangibilité des frontières, détruisant de nombreuses vies et ruinant littéralement un grand pays dont nous saluons tous le courage et la détermination contre l'envahisseur. Au nom des institutions remettantes, c'est-à-dire de l'AFG, de la Caisse des dépôts, de Covea et de l'Institut des actuaires, ainsi que du Centre des professions financières, je remercie la Banque de France qui nous accueille ce soir et Madame Nathalie Auffauvre, directrice générale de la stabilité financière et des opérations de ladite Banque de France, qui avait accepté de participer à notre réunion, mais qui en a été empêché par le Covid, ainsi que Yvan Ordona, le directeur adjoint de cette direction, qui a bien voulu la remplacer au pied levé pour nous dire l'importance de l'action de son institution au service de l'éducation financière du public. Je salue également l'engagement de l'équipe animée avec talent par Alain Cazalet et par Jean-Pierre Moreau, qui sont aujourd'hui avec nous. Le premier reprenant le flambeau que lui a transmis Jean-Guy Devel, préside dorénavant le comité et le jury du concours. Le second coordonne avec Catherine Chevassus, notre déléguée générale et son équipe, les nombreux intervenants qui rendent possible chaque année ce concours. Il en assure le rayonnement tant auprès des professionnels, des enseignants, des nombreuses formations participantes en France et à l'étranger que des étudiants. Il convient d'avoir également un mot particulier pour les membres du jury du concours qui consacrent beaucoup de temps à lire et relire les mémoires reçues, dont, une fois encore, il faut souligner la qualité, qu'ils en soient chaleureusement remerciés. Le thème du 33e concours, Vers un monde nouveau, était particulièrement bienvenu après les bouleversements induits par la crise sanitaire mondiale et ses conséquences de tous ordres, économiques et sociétales, énergétiques et organisationnelles. Certes, nous ne pouvions attendre que d'un coup et d'un seul, un monde neuf, transformé, naisse de ce choc totalement inattendu. Nul ne conteste pourtant que ce choc, qui en a caché en réalité bien d'autres, a accéléré la prise de conscience des urgences nombreuses auxquelles le monde doit faire face. Beaucoup de choses ont déjà changé en peu de temps dans les comportements et dans le fonctionnement des organisations. Et ce n'est sûrement qu'un début. Les nombreux mémoires reçus à l'occasion de cette édition du concours témoignent de cette évolution et des attentes considérables des jeunes générations qui en résultent. Le concours international des mémoires de l'économie et de la finance est bien connu de nombreuses filières universitaires et de grandes écoles. Cette année, 42 étudiants, dont 6 de plus que l'année précédente, ont participé à cette édition.
Ces candidats sont issus de 24 filières de formation, dont 6 institutions étrangères. D'une grande qualité académique, 12 mémoires ont été sélectionnées, parmi lesquelles 5 sont honorés ce soir. Ces nombreux mémoires témoignent tout à la fois de l'impatience des jeunes générations et de leur dynamisme. Il est particulièrement encourageant de constater leur engagement et leur créativité. Nous en avons besoin pour transformer les économies en les rendant moins dépendantes des énergies fossiles, pour accompagner les entreprises sur le chemin de leur décarbonation, pour inventer de nouvelles solutions technologiques et de nouvelles formes d'interaction sociale, afin de créer les richesses dont le monde a besoin pour répondre aux attentes de ses populations. Il est heureux, à cet égard, de constater que les acteurs financiers, les entreprises et les institutions comme les personnes sont enfin reconnus pour leur capacité à mobiliser les ressources financières considérables nécessaires à cette transformation. C'est une grande chance. Les professions financières apparaissent bien pour ce qu'elles sont et pour ce qu'elles font, et non pour ce qu'on en dit. Agir au service d'une économie plus soutenable et de l'intérêt général. Elles ont vocation à être ainsi les co-auteurs du monde nouveau qui vient. Le concours n'existerait pas si les étudiants et leurs professeurs ne se mobilisaient pas pour soumettre, année après année, des travaux de qualité, riches de nouvelles pistes, souvent rafraîchissantes et stimulantes. En honorant les meilleurs d'entre eux ce soir, c'est le lien particulier qui unit le Centre des professions financières et le monde académique qui est mis en exergue, tout comme l'attachement des associations professionnelles et des entreprises à accompagner la recherche en finance. À cet égard, la présence ce soir de M. Yvan Ordona témoigne de l'interaction permanente entre les actions des banques centrales, des régulateurs et des entreprises du secteur financier, qui sont animées par le même objectif: accompagner tous les acteurs de la vie économique, qu'il s'agisse des entreprises comme des particuliers, dans toute leur activité. On sait, en effet, ce qu'est la diversité des missions d'une institution comme la Banque de France. Parmi celles-ci, la réalisation de la stabilité financière, la recherche fondamentale et l'éducation financière ne comptent pas parmi les plus modestes, comme vous allez probablement l'illustrer par vos propos. Je vous laisse donc la parole, cher Yvan, avant que Jean-Pierre Moreau et Alain Cazalet prennent le relais pour animer cette cérémonie de remise des prix, à l'occasion de laquelle nous aurons une attention particulière pour Jean-Guy Devel, qui aura marqué de son empreinte le concours international sur plus de 3 décennies. Je vous remercie tous pour votre participation à cette cérémonie qui nous projette plus que jamais dans le monde qui vient. Bonne soirée à tous. Monsieur le Président, Monsieur le Délégué, Mesdames et Messieurs, c'est bien sûr un honneur de vous accueillir. Monsieur le Président, le plaisir que vous avez exprimé est partagé. Le thème, vous l'avez évoqué, le thème retenu pour cette édition, Vers un monde nouveau, prend une acuité particulière à un moment où une crise en cache une autre, accélérant les changements rapides qui caractérisent le monde dans lequel nous vivons. Autant de défis qui nous imposent de nous adapter et d'innover. Les banques centrales ne sont pas à l'écart de ce mouvement. Elles y prennent même toute leur part. La Banque de France est une vieille dame qui vit avec son temps. Cet auditorium, en réalité de facture assez récente, il date d'il y a quelques années, qui est ouvert au public, qui accueille des conférences, qui permet de débattre, je crois en est le symbole. Plus précisément, la Banque de France embrasse, je dirais avec gourmandise, mais aussi esprit de responsabilité,
les deux grandes transformations qui sont aujourd'hui à l'œuvre dans l'économie en général, dans le secteur financier plus particulièrement. La digitalisation, ou pour faire plaisir à M. Moreau, je devrais dire en bon français la numérisation, et la transition climatique. D'abord, la transformation numérique. Elle emprunte plusieurs canaux. Dans le domaine des paiements, et je vais centrer mon propos sur ces aspects, la mutation en cours peut se décomposer en trois volets. L'apparition des actifs numériques, ce qu'on appelle les crypto-actifs, pas cryptocurrencies, hein, on n'aime pas, ce n'est pas de la monnaie, crypto-actifs, stablecoins, version qui se rapproche un peu plus de la monnaie, security tokens, c'est-à-dire des titres numérisés, ça c'est le premier volet, l'émergence de nouveaux acteurs, big tech, fintech, le développement, et ça c'est plus récent, de nouveaux systèmes de transactions en dehors du champ traditionnel. C'est ce qu'on appelle la finance décentralisée. Ces innovations dans l'ensemble, c'est notre conviction, sont porteuses d'opportunités pour la fourniture de services financiers, parce qu'elles ouvrent notamment la voie à des solutions de paiement innovantes, plus simples, plus rapides, moins onéreuses pour les usagers. Et dans cette mesure, nous les soutenons. Mais elles s'accompagnent également de risques. Une plus grande vulnérabilité aux attaques cyber, une moindre protection des consommateurs et des investisseurs, une plus grande exposition au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme, voire même une possible mise en cause de la stabilité financière. Notre capacité à assurer notre mandat pourrait être même mise en cause si l'utilisation de stablecoins, donc en fait des formes de monnaie privée, circulant dans des systèmes non maîtrisés, non régulés, devait se développer fortement. Voire si nous subissions la concurrence de monnaies numériques émises par des banques centrales étrangères. Par ailleurs, le développement des actifs numériques pourrait entraîner un foisonnement de nouvelles infrastructures de règlement qui ne seraient pas nécessairement interopérables, c'est-à-dire capables de communiquer entre elles. Une telle situation induirait une fragmentation du marché et de la liquidité, avec en réalité le risque sérieux d'une moindre utilisation de la monnaie émise par la Banque centrale, qui est encore l'actif de règlement le plus sûr et le plus liquide qui existe. Et ce, à rebours des efforts déployés par les autorités européennes depuis plus de 20 ans au service de marchés intégrés et au service de la monnaie de banque centrale pour harmoniser et sécuriser les marchés financiers. Donc face à ces évolutions, notre objectif est clair. Il est de préserver le rôle d'encre de la monnaie émise par la Banque centrale au sein du système financier. Et de ce point de vue, nous y apportons deux réponses. La première est réglementaire. Pour que l'innovation se développe de façon sûre et sécurisée, il faut qu'elle est durable. Il faut qu'elle se déploie dans un cadre réglementaire qui soit adapté. C'est pour cela que la Banque de France soutient les négociations qui sont en cours au niveau européen sur la réglementation du marché des cryptoactifs, ce qu'on appelle le règlement MiCA, qui va introduire un cadre de supervision et de régulation applicable dans toute l'Union européenne. De la même façon, nous soutenons le projet de régime pilote européen qui est en passe d'être adopté. Je pense que le texte va être publié la semaine prochaine pour une mise en œuvre l'an prochain, qui permettra donc à certains acteurs de marché, les dépositaires centraux de titres, les plateformes de négociation multilatérales, d'expérimenter l'utilisation des technologies dites de registres distribués ou les blockchains pour faire plus simple, si vous préférez, pour le règlement livraison de titres. Alors, il faudra bien surveiller à ce que ces textes, une fois adoptés et mis en œuvre, évoluent au fil du temps en ligne avec l'innovation qui, elle, se poursuit à un rythme très élevé. Ça, c'est le risque. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse concerne l'appropriation de l'innovation et son déploiement dans nos propres activités. L'Eurosystème a ainsi fait le choix de lancer des travaux pour examiner les enjeux et la faisabilité d'un euro numérique pour le public, qui serait, pour bien comprendre, une sorte de billet de banque numérique. L'objectif est multiple, il est de préserver l'utilisation de la monnaie émise par la Banque centrale, de permettre son utilisation pour les achats sur Internet. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter sur Internet avec des espèces.
de permettre également son utilisation pour les paiements entre particuliers. Vous pouvez le faire, mais pas sur toute l'Europe. L'innovation serait celle-là, le permettre sur toute l'Europe, avec une vocation pan-européenne. Et aussi de permettre aux personnes non bancarisées d'accéder à un moyen de paiement électronique. Ça, c'est l'objectif d'inclusion. Bon, je veux être clair, à ce stade, il n'y a aucune décision qui a été prise de lancer un euro numérique. Et les travaux en cours, en réalité, ne visent qu'à une chose, c'est être prêt au lancement si jamais cela était nécessaire. Alors, il se trouve qu'à la Banque de France, nous menons aussi notre propre programme d'expérimentation sur la monnaie numérique de banque centrale. Et je crois que c'est important d'expliquer la différence entre ce que nous faisons et ce projet d'euro numérique pour le public dont je viens de parler. Nos travaux sont de nature un peu plus spécifique. Ils concernent l'émission par la Banque centrale d'une monnaie numérique pour régler la jambe espèce des opérations sur titres numériques, ce que j'ai mentionné comme sous le label de Security Tokens, entre institutions financières dans des infrastructures qui sont fondées sur les technologies de registre distribué, sur des blockchains. Ce sont des choses qu'on voit émerger. C'est assez spécifique. Ça concerne les institutions financières et non le grand public. Mais ça recouvre en pratique une grande variété de situations de paiement dans le système financier. Nous avons déjà conclu 9 expérimentations à ce jour avec plusieurs partenaires publics, privés. Ces expérimentations montrent qu'une monnaie numérique de banque centrale permettrait également une plus grande efficacité des transactions interbancaires effectuées avec la technologie du registre distribué, en particulier dans les paiements transfrontières. Et là, je peux prendre un exemple pour illustrer. Aujourd'hui, je suis à Paris. Je souhaite envoyer, c'est la réalité, à mon fils qui est étudiant au Canada, mettons l'équivalent de 1 000 €. Cela prendra aujourd'hui probablement 3 ou 4 jours. Demain, avec la monnaie numérique de banque centrale, cela pourrait se faire instantanément, ou presque. Voilà l'enjeu. L'autre grand mouvement de transformation que nous devons prendre en compte, à la fois en tant que banque centrale et superviseur, est la transition climatique. Si notre engagement en faveur du climat peut aujourd'hui sembler une évidence, je vous assure qu'il n'était pas acquis il y a encore 5 ans. Il y a 5 ans, je dirais même qu'il n'était pas forcément compris que nous puissions jouer un rôle dans la lutte contre le changement climatique en tant que banque centrale ou en tant que superviseur. C'est-à-dire que peu de sujets ont été marqués par une évolution aussi rapide et aussi radicale des esprits en si peu de temps. Je dirais. Pour préciser, notre action dans le domaine climatique est multiple. D'abord, la Banque de France assure le secrétariat du réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système financier, ce qu'on désigne sous l'acronyme NGFS. Ce réseau est né à Paris en 2017, fin 2017. Il compte aujourd'hui 108 membres répartis sur 5 continents. Quand nous avons démarré en 2017, il y avait 8 membres fondateurs, donc vous voyez le chemin parcouru. Concrètement, le réseau mène de nombreux travaux d'analyse et d'outillage dans le but d'équiper les acteurs du secteur financier en instruments et en méthodologies pour les aider à mieux mesurer les risques liés au changement climatique. Par exemple, le NGFS élabore des scénarios macro-financiers de transition climatique qui sont régulièrement actualisés avec les meilleurs instituts de recherche et qui fournissent ainsi un socle fiable pour l'évaluation des risques liés au changement climatique. Ces scénarios et les données correspondantes sont proposés en libre accès, donc avis aux chercheurs. Les superviseurs sont encouragés à les utiliser en pratique pour conduire des tests de résistance, les fameux stress tests. Pour donner un exemple, en mai 2021, l'ACPR, notre superviseur, a montré l'exemple en publiant les résultats d'un premier exercice pilote conduit avec et sur les banques et les assureurs françaises ou français. Avec comme particularité, c'est toute la difficulté de ce type d'exercice, de couvrir un horizon de 30 ans, donc il faut voir à moyen long terme, et en couvrant à la fois les risques climatiques physiques et de transition. Donc c'était vraiment l'innovation. Le deuxième type d'action ou
que nous menons dans le domaine du changement climatique, c'est ce que nous faisons en tant qu'investisseurs sur les marchés financiers. La Banque de France, en 2019, a été la première banque centrale de l'eurosystème à publier un rapport spécifique sur sa politique d'investissement responsable. C'est une politique que nous appliquons à la gestion de nos fonds propres et ainsi qu'aux avoirs de notre caisse de retraite. Nous allons l'étendre en fait à l'ensemble de notre portefeuille de titres que nous gérons directement, c'est-à-dire à nos réserves de change. De plus, nous sommes engagés à sortir complètement du charbon d'ici 2024. Reste la question importante, cruciale, essentielle, du verdissement de la politique monétaire, en quelque sorte notre nouvelle frontière. Le changement climatique, pour la Banque centrale, est potentiellement difficilement à gérer parce qu'il peut à la fois provoquer des tensions sur la hausse des prix et un ralentissement de l'activité. Typiquement, le genre de situation qu'une banque centrale n'aime pas ou a des difficultés à traiter, situation dite de stagflation. Nous devons donc prendre en compte le changement climatique dans notre politique monétaire, même si c'est difficile, au nom même de l'objectif de stabilité des prix. Et c'est pour cela et à cette attention que la Banque centrale européenne a publié en juillet dernier un plan d'action pluriannuel assez précis qui vise à inscrire le changement climatique dans la stratégie et la conduite de la politique monétaire. Donc c'est quelque chose qui va se faire progressivement. Enfin, pour faire écho à l'un des thèmes qui est proposé dans ce concours dont vous allez remettre les prix dans quelques instants, plus précisément celui des enjeux de gouvernance des changements, nous avons mis en place une gouvernance spécifique des risques climatiques à la Banque de France avec la création l'an dernier d'un centre sur le changement climatique qui vise à coordonner les actions de la Banque de France et de la CPR dans ce domaine. Au total, sur les deux fronts de la numérisation et du changement climatique, nous avons d'ores et déjà changé nos pratiques. Nous continuerons d'être en alerte et à l'écoute, prêts à nous adapter et à donner l'exemple, dans le cadre de notre mandat, bien sûr, afin que l'ensemble du système financier soit à la hauteur des prochains défis. Merci de votre attention et bravo aux lauréats. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je remercie le président Pébroux pour les aimables propos qu'il a eus pour Jean-Pierre. Et je remercie également monsieur Yvan Audonin pour l'intérêt de son intervention. Ça m'ouvre tout un tas d'horizons pour nos prochains concours. Au nom du comité du concours et du jury, j'ai le très grand plaisir d'ouvrir la séquence de remise des prix du concours international des mémoires de l'économie et de la finance. Le plaisir est d'autant plus grand cette année que nous nous retrouvons en présentiel pour cette cérémonie, après une période éprouvante pour tous, période qui, hélas, n'est pas complètement achevée. L'événement de ce soir s'inscrit dans une désormais longue histoire, commencée en 1983 par quelques étudiants brillants et motivés, qui se lançaient dans la double aventure de la création d'un club des jeunes financiers au sein du Centre des professions financières et de l'organisation d'une compétition pour couronner et pérenniser les meilleures mémoires de licence ou de maîtrise. Bien entendu, depuis cette date, le concours a évolué, s'est développé avec le soutien notamment d'associations professionnelles et de grands groupes et s'est internationalisé. Les mémoires de niveau Master 1 ou 2 étant depuis quelques années acceptées en français et en anglais. Cette 33e édition n'aurait pu se dérouler sans des partenaires prestigieux que nous remercions très chaleureusement au nom de tous. Ils ont déjà été cités, mais je suis content de les reciter à nouveau. L'Association française de la gestion financière, la Caisse des dépôts, Covea, l'Institut des actuaires et le centre lui-même qui permettent aujourd'hui de distribuer 25 000 € de prix se répartissant à part égale entre les lauréats et leur centre de formation. Nous voulons également remercier tous les membres du comité du concours, nos partenaires bien sûr, et les personnes du centre qui ont œuvré au développement de ce concours, et en particulier Jean-Pierre Moreau qui officie ce soir tout à l'heure dans le rôle de Monsieur Loyal.
Évidemment, un tel concours ne peut se dérouler sans une bonne organisation et nous voulons remercier en notre nom à tous Catherine Chevassus, déléguée générale du Centre, et toute son équipe de la direction opérationnelle, et spécialement Astrid, Audrey et Hugo, qui officient au micro. Enfin, un concours de qualité nécessite un jury d'experts et universitaires réputés, motivés, et qui ont accepté de faire de la place dans un emploi du temps que je sais surchargé. Pour le 32e concours, nous avions innové en recourant pour les séances du jury à la visioconférence, Covid-19 obligeant, sans que cela nuise dans la bonne humeur à la qualité des échanges et des travaux. Pour la 33e édition, nous avons gardé cette disposition, ce qui présentait en particulier l'avantage de permettre une multilocalisation des membres du jury. Il faut être moderne. Qu'ils acceptent tous nos remerciements les plus vifs, avec une mention particulière pour mes collègues du préjury, Anna Argile, Pierre-Henri Floquet et Denis Kléber, qui ont été très fortement sollicités, vous vous en doutez bien. Le président Pébroux a souligné le rôle qu'a joué au cours de ces 30 années dans le développement et le rayonnement du concours et dans l'animation du jury, Jean-Guy Deval. Son âge et sa santé l'ont amené cette année à se retirer du concours. Nous lui devons beaucoup et à titre personnel, vous le comprendrez aisément, je suis évidemment profondément touché par son retrait. Nous avons formé au cours de toutes ces années une véritable équipe étroitement soudée qui partageait dans l'amitié les mêmes objectifs et les mêmes ambitions. Avec le soutien actif de Denis Kléber et de Jean-Pierre Moreau, nous avons l'intention de rester dans la même ligne ambitieuse que celle fixée par Jean-Guy Deval. Placée sous le thème « Vers un monde nouveau », cette 33e édition du concours a tenu toutes ses promesses avec ses 42 mémoires reçues, plus 17%, par rapport à 2021, provenant de 24 universités ou grandes écoles différentes, 18 françaises, 6 étrangères, une allemande, une belge, une canadienne, 2 italiennes et une suédoise. Ces mémoires de grande qualité, avec souvent une technicité importante, plus de 30% de mémoire d'actuariat, se caractérisent également par une présentation généralement très soignée, avec un souci de bien illustrer l'argumentaire. Il nous faut là féliciter les candidats, mais aussi leurs enseignants. Plus de la moitié de ces mémoires touchent au domaine des assurances, tant assurance vie que assurance dommages, et nous avons vu apparaître des approches très actuelles avec le machine learning et l'open data. Beaucoup de domaines ont été abordés, témoignant de la vitalité des universités et de leurs étudiants. Dans un premier temps, nous voulons honorer les auteurs des mémoires qui étaient dignes d'être primés, mais il a fallu faire des choix. Vous allez voir leur nom apparaître à l'écran dans un instant. Je demande à Denis Kléber de venir me rejoindre à la tribune pour m'aider à leur remettre les diplômes qui témoignent de l'intérêt du jury pour leurs travaux. J'appelle également à la tribune pour recevoir leurs diplômes, les nominés présents, et de bien vouloir rester pour la photo qui immortalisera ce moment. Donc, il y a 2 absents. Donc, Laurine Babu de l'Euriac, qui est absente. Justine Carlier de Solvay Business School of Economics and Management, qui normalement devrait être là. Donc, peut venir nous rejoindre. Mathilde Clément de l'Université de Paris Dauphine PSL. Léa Desrogis de l'ENSAE Paris. Alexander Nitschke de l'Université du Münster. Alors, Marco Spinelli de l'EDEC Business School qui est absent, mais nous lui enverrons son diplôme, il n'en sera pas privé. Et, excusez-moi pour la prononciation, Fenguye Zan de l'ENSAE Paris, c'est bien Fenguye que je prononce. Merci. Donc, je vous félicite et donc vous pouvez les applaudir tous collectivement. Comment voulez-vous qu'on se mette, Catherine ? Mettre un petit peu plus près pour que je puisse... On avance un peu comme ça.
Jean-Pierre. Je passe donc à Jean-Pierre la balle pour la suite de notre cérémonie. Mon cher Alain, merci beaucoup. Alors peut-être avant de faire proprement parler la cérémonie de remise des prix, nous allons appeler avec nous Sarah Didot, alors qui nous permet de constater que lauréat et que j'invite à me rejoindre ici est régulièrement distinguée, récompensée, mais Sarah, l'année dernière, d'une manière très brillante, a reçu le prix de l'Institut des actuaires. Et elle a bien voulu venir aujourd'hui, comment dirais-je, témoigner de la suite des aventures pour elle, parce que effectivement les études, le diplôme, c'est un passage important. Moi, j'ai été heureux de voir effectivement que vous étiez déjà préembauchée avant votre diplôme. Vous êtes actuellement consultante senior chez PwC. Vous nous dites un petit mot? Avec plaisir. Bonjour à tous et merci pour le passage de micro. Merci au Centre des professions financières aussi de m'avoir proposé de participer à cette introduction. Pour ma part, j'ai eu l'immense honneur d'avoir été primée l'année dernière par l'Institut des actuaires pour mes travaux sur les risques psychosociaux et plus précisément leur impact sur l'absentéisme et la prévention en entreprise. Donc ce sujet avait pour ambition de vraiment placer le métier d'actuaire au cœur des responsabilités sociétales des entreprises et plus particulièrement au cœur de la valorisation du capital humain. Donc ce concours, ça a été une expérience vraiment très enrichissante pour moi puisqu'elle m'a apporté énormément de reconnaissance devant un travail qui a été assez difficile et laborieux forcément. Et au-delà de cette reconnaissance, je dirais que ce concours, c'est également des rencontres avec une nouvelle communauté. Donc je pense notamment aux événements auxquels j'ai été conviée par Astrid et Catherine du Centre des professions financières qui m'a permis de rencontrer notamment le Club des jeunes financiers. Et je pense également aux nombreux événements, aux nombreuses opportunités qui m'ont été données par l'Institut lui-même, donc notamment à travers un webinaire qui a été organisé par l'Institut, qui a pu valoriser les travaux que j'ai pu réaliser. Et l'Institut m'a également donné la belle opportunité de rédiger un article dans l'Actuariel récemment. Et puis au-delà, toute cette valorisation, elle m'a vraiment donné l'envie de poursuivre mes travaux de recherche en espérant un jour aboutir vers de grandes transformations d'entreprise. Donc c'était la thématique de l'année dernière. Et enfin, je voudrais encore vous remercier puisque l'année dernière, je n'ai pas eu l'occasion puisque la cérémonie, je l'ai faite derrière mon ordinateur sur YouTube. Donc, je voudrais remercier encore l'Institut et le Centre des professions financières pour ce prix, sans lequel je ne serais pas là non plus ce soir à introduire cette cérémonie. Et félicitations à tous les nominés, les lauréats et surtout, profitez bien de ce moment parce qu'il est unique. Ma chère Sarah, un grand merci pour ce témoignage, pour votre intervention qui montre effectivement notre goût de s'inscrire dans le temps et de continuer à associer un maximum. Le Centre des professions financières doit continuer à se rajeunir, à se féminiser et je me réjouis que le Club des jeunes financiers vous ait fait un bon accueil. Je vais peut-être, alors nous allons appeler, pour respecter un ordre alphabétique, il fallait un ordre. Éric Pinon, qui est président de l'AFG. Le premier prix remis, car que va nous révéler Éric Pinon, est à une étudiante étrangère et qui ne s'est pas déplacée aujourd'hui compte tenu des délais et de l'éloignement puisqu'elle est en Suède. Mon cher Éric, c'est à toi. Merci beaucoup. Effectivement, j'ai le plaisir de démarrer cette remise de prix. C'est un prix très international puisque nous remettons à Paris un prix à quelqu'un qui travaille en Suède et qui est d'origine italienne. Donc on ne peut pas faire beaucoup mieux pour ce qui concerne l'internationalisation. Nous avons choisi, et je voulais remercier les équipes de l'AFG qui ont beaucoup travaillé, plus que le président pour être très honnête, à savoir Thomas et Judas qui sont là, sur ces lectures. Comme ça a été déjà dit, je ne vais pas le redire, il y a beaucoup
de bons sujets, d'excellents sujets. Nous avons choisi ce mémoire parce qu'il nous paraît rigoureux, original. Il aborde un sujet de macroéconomie. Le mémoire analyse l'exploitation de nouvelles pratiques technologiques centrées sur l'Internet des objets et des données et ses conséquences sur l'économie, en particulier ici sur l'évolution des emplois. La diffusion des nouvelles technologies, en particulier l'intelligence artificielle, devenue presque à la mode, dans les process des entreprises, entraîne des modifications dans l'organisation du travail, des tâches, dans l'apparition de nouveaux services et le besoin de nouvelles compétences de data scientists, comme on dit aujourd'hui, au niveau des formations des écoles que nous avons le plaisir d'avoir. Je le dis à chaque fois, mais je crois que c'est important. Nous avions fait au niveau de l'AFG il y a quelques années le tour de l'Europe, le tour des ambassades de France en Europe, et je crois que c'est essentiel de dire que l'Association française de la gestion, même si la domiciliation produit n'est pas systématiquement française, l'innovation, la technologie et je dirais le brainstorming ou l'intelligence de la gestion artificielle ou physique est souvent effectivement dans nos écoles. Nous avions d'ailleurs il y a quelques années fait un reporting comme quoi à Singapour, à Boston ou ailleurs, vous avez autant de diplômés d'écoles d'ingénieurs ou d'économie française que les grandes écoles anglo-saxonnes dont on parle. Enfin, et pour terminer, avant de décerner à Elena Giulia Clemente le trophée ou le prix de l'AFG, je voulais insister sur le fait que ce sujet que nous avons choisi est d'une importance importante pour nous. Pourquoi ? Parce que les SGP, dans le cadre de leurs investissements, mais aussi, j'allais dire, dans le cadre de leur vie courante, mènent de plus en plus, en tant qu'entreprise, des évolutions. Avec, et c'est une innovation, lorsque j'ai pris la présidence de l'AFG il y a 5 ans, pris la décision de réduire les commissions. Je trouvais qu'il y en avait beaucoup. Je crois qu'on était monté à 26 commissions. Alors c'est bien d'avoir plein de commissions, mais à la sortie, ça finit par en faire beaucoup et pas forcément à sortir beaucoup de bonnes idées. Donc on avait réduit à 13. Alors 13 n'est jamais un très bon chiffre, donc on n'est pas resté à 13 longtemps. Et je crois que la 14e, c'est ça, hein, on est bien à la 14e, la commission innovation technologique nous permet, dans un axe de travail et d'ajustement, de suivre les tendances en termes de transformation digitale. C'est pour ça que ce trophée, que je vais donc pas remettre physiquement, mais que nous enverrons par la poste, comme ça a été dit tout à l'heure pour les diplômes des non-présents, partira à Stockholm, à l'école MSc in Economics à Stockholm School of Economics, sur un mémoire. Le terme exact était Connect Unemployed Empirical Evidence on the Internet of Things in a Panel of Countries. Donc encore une fois, je l'ai dit au début, je le redis à la fin, c'est un sujet international, de plus en plus international. Et encore une fois, merci, vous l'avez dit, Président, que nous soyons en physique ce soir, mais là, nous partions sur des choses un peu en data. En tous les cas, bravo à la lauréate et bravo surtout à cette troisième édition qui, pour nous, est un point important et on est heureux d'y participer. Mon cher Eric, donc on va voir la candidate maintenant. Moi, je voulais saluer... Je montre le trophée. Voilà. Tu vas pouvoir le montrer devant la candidate tout à l'heure, parce que tout ça est enregistré et sera rediffusé ensuite. Moi, je voulais saluer le travail sur le long terme de l'AFG pour la formation économique et financière, et c'est un de vos sujets centraux. On laisse la parole à Elena. Oui. Thank you, Mr. Pino, for your words. My name is Elena Clemente, and I just finished my master's at the Stockholm School of Economics in Sweden. And as you heard, I wrote my thesis about the economic impact of the Internet of Things, and in particular on employment. And I chose this topic because I was very interested in technological change and telecommunications. And IoT is something that is not yet very much researched in the economic literature. And then I chose employment because that was one of my own interests. And I was very happy to hear that you chose my thesis for your prize, and in particular because I saw that you work in asset management, which is not something that is so very close to what I did, but I was happy that you chose my thesis, even though it's not necessarily very well connected. And I chose to participate in the competition because I thought that the theme of the competition was towards a new world. And in particular, one of the sub-themes was technological change.
and the impact on the economy. And so I thought that was a very close theme to what I wrote about in my thesis. And now I can leave the word to Kelly. Okay. Thank you very much, Elena, and thank you, Mr. Pinault, for this honor for Elena, and my heartfelt congratulations to her on this event. So I think my name is Kelly Reagan. I'm, among other things, the thesis coordinator here at the Stockholm School of Economics. And I was also the examiner for Elena's thesis. And so I've read it and I am familiar with it. And I think it's an excellent piece of work. I think, you know, she's really done a lot of work in arranging some very novel data on an important question. And as a macroeconomist, I share her interest, I mean, in this sort of the importance of technology and how this plays out in a lot of sort of central macroeconomic debates, about the labor share and compensation. And I think it's a really nice paper. And I think, I'm very happy that she's being recognized in this regard. So congratulations, Elena. Thank you. And thank you, Mr. Pinault and the AFG. Thank you. Yeah. Encore une photo avec Une toi. photo Allez. avec mon jeune camarade. C'est toujours un grand honneur. Très bien. Alors, il y a le trophée, voilà, il y a les deux, et il y a une jolie boîte pour ne pas prendre le risque de... À mon avis, c'est prudent aussi, c'est en verre. Ok, j'espère que ça plaira au candidat. Dans ce monde nouveau, la Caisse des dépôts, puisque bicentenaire, a un rôle tout à fait central. Je salue Isabelle Laudier, là, qui est en charge de la recherche. Et je vais demander à Joël Proin. Joël, si tu veux bien me rejoindre. Merci beaucoup. Bonsoir à chacune et à chacun. Et j'ai le plaisir de décerner le prix de la Caisse des dépôts à Tom Rénal, qui est dans la salle et que j'appelle à me rejoindre. Vous allez voir le sujet de son mémoire s'afficher à l'écran. Donc, c'est Parc éolien et vitesse de vent, gestion de l'aléa de production. Et c'est vrai qu'au nom de la Caisse des dépôts, je suis particulièrement heureux de vous remettre ce prix pour ce sujet parce qu'il est à la confluence de trois thèmes qui nous sont chers. Tout d'abord, la transition énergétique, ensuite le sujet de la finance et enfin le sujet des territoires. Alors, c'est devenu une tarte à la crème que de dire qu'il faut augmenter les énergies renouvelables en France, qu'il faut développer davantage ce secteur. Et c'est vrai que l'actualité dramatique que le président Pébereau a rappelée en introduction renforce encore, me semble-t-il, la prégnance de ce sujet. Mais s'il est un sujet sur lequel la France n'est pas forcément parmi les plus en avance, en dépit des efforts valeureux de la Caisse des dépôts pour financer sur le territoire ces opérations-là, c'est l'éolien. Le NIMBY produit ses effets négatifs et fait que nous sommes, par rapport à d'autres pays du nord de l'Europe, plutôt en retard sur ce sujet-là. Alors, je suis particulièrement heureux que vous soyez intéressés à ce sujet des énergies renouvelables et en particulier de l'éolien, puisque c'est une urgente nécessité pour la France d'avoir une capacité éolienne importante, plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais le problème de ces énergies renouvelables, c'est qu'elles sont intermittentes, c'est qu'il y a des aléas. Et ces aléas, ils peuvent être palliés par des solutions techniques, et beaucoup de recherches, dont des recherches financées par la Caisse des dépôts, sont faites dans ce domaine-là, mais aussi par des éléments financiers. Et c'est ce que vous proposez dans votre mémoire, puisque vous proposez de pallier l'intermittence par des mécanismes d'assurance et de réassurance. Et je trouve que c'est particulièrement innovant et de montrer que finalement, tant des solutions techniques que des solutions financières peuvent aider au développement des énergies renouvelables et en particulier de l'éolien.
Et donc, la Caisse des dépôts étant une institution financière, je suis particulièrement heureux qu'on puisse innover aussi dans ce domaine-là. Alors, je ne rentre pas dans tous les détails. Vous pourrez lire son mémoire si ça vous intéresse sur l'assurance paramétrique et sur les captifs de réassurance. Mais en plus, ce que j'aimerais signaler, c'est que c'est une solution qui est à la fois pertinente et opérationnelle. Ça aussi, ça m'a beaucoup plu dans votre mémoire, c'est que c'est quelque chose qu'on peut mettre en œuvre très rapidement. Et puis la troisième dimension, c'est une dimension territoriale, puisque vous avez pris comme exemple un parc éolien flottant à côté de Fécamp. Et Fécamp, c'est la Normandie, c'est pas loin d'ici, c'est ancré dans les territoires, et ça aussi, ça résonne pleinement avec ce qu'est la Caisse des dépôts. Et donc, à ce troisième titre, je suis particulièrement heureux de pouvoir vous remettre ce diplôme. En plus, j'ajouterai que je l'ai trouvé très bien fait sur le plan formel, ce qui rajoute à l'agrément de la lecture. Et puis, c'est plein de cartes intéressantes. Enfin, bref, passionnant. Voilà. Et en tout cas, félicitations. Merci. Vous avez ça ? Petite photo, alors voilà. Décalé pour que le pupitre ne gêne pas. Voilà, c'est l'exercice. Oui, par Monsieur Dupont. Après qu'on peut appeler à nous rejoindre. Naturellement. C'est de partager ce moment de réussite. Merci. Félicitations. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Et tout d'abord, merci au Centre des professions financières et à la Caisse des dépôts, et tout particulièrement Monsieur Joël Proin. Merci pour ce concours et ce prix dont je suis très fier et très honoré. Je suis très honoré, d'autant que je sais combien la Caisse des dépôts est mobilisée pour la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique. Donc, profondément merci. Je suis très heureux de l'intérêt qui a été porté à mon mémoire, parce que c'est un sujet que je trouve en fait captivant, et j'ai adoré travailler sur ce mémoire. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'aborder le sujet de telle sorte à ce qu'il puisse, en tout cas je l'espère, tant sur la fond et sur la forme, qu'il puisse parler à des personnes qui soient financiers, économistes, actuaires, et aussi, je l'espère, au plus de personnes possibles, même des personnes étrangères à ces domaines. Donc vraiment, merci beaucoup. Et bien sûr, en étant devant vous ce soir, je pense à celles et ceux qui m'ont permis d'écrire ce mémoire et qui m'ont accompagné durant toutes mes études. Alors, je pense bien sûr à mon tuteur, Fabien Greff, mon tuteur d'entreprise, qui n'est pas là ce soir, mais mon tuteur d'entreprise, partenaire au service CRS d'Optimind. Donc, merci beaucoup pour m'avoir partagé avec enthousiasme sa connaissance des captives. Je remercie bien sûr monsieur l'ensemble du corps enseignant de Paris-Dauphine, où j'ai passé 5 années très épanouissantes, et tout particulièrement monsieur Dutemps, responsable du M2 Actuariat, et mon tuteur académique Jean-François Decroc. Et bien sûr, j'ai une pensée pour mes proches, mes amis, ma copine, ma famille, et tout particulièrement mes parents. Merci pour leur soutien inconditionnel. Et permettez-moi également d'avoir une pensée pour ma mamie, à qui j'ai dédié ce mémoire et à qui je dédie également ce prix. Merci beaucoup. Je demande au professeur de nous rejoindre, parce que d'ordinaire, effectivement, c'est intéressant d'avoir l'écho du professeur. Bon, il nous a proposé le mémoire, il devait penser qu'il n'était peut-être pas parmi les plus mauvais. Je peux vous dire qu'il y a un élément qui est quand même important dans l'ensemble des mémoires que l'on a retenus, avec une sélection assez rigoureuse. C'est ce que soulignait Joël Proin aussi, c'est qu'il y a une application pratique. Donc, il y a tous les critères classiques d'analyse du jury présidé par Alain Cazelet, mais ça, c'est une dimension auquel on est très attentif.
Merci. Donc, en effet, à l'Université Paris-Dauphine, mais comme toutes les formations d'actuariat, voilà, il y a un point d'honneur à ce que les mémoires réalisés par les étudiants contiennent une application réelle et pragmatique. Et donc, le Tom Rénal n'y échappe pas, et en particulier, donc, ce sujet sur les énergies renouvelables est particulièrement intéressant. Je remercie aussi l'entreprise Optimine d'avoir proposé initialement ce sujet et du coup d'avoir accompagné Tom sur ce projet, et du coup Jean-François, donc le tuteur académique, qui l'a suivi en combinaison sur la rédaction de son mémoire. Alors à l'Université Paris-Dauphine aussi, on met un point d'honneur sur la structuration du mémoire, et on embête assez nos étudiants, et avec Tom ça a été très bien fait et très en avance, et c'était une des premières personnes à avoir déposé son mémoire dans les temps. Donc, félicitations. La rigueur et la précision. Voilà. Bravo, merci. Je vais peut-être demander maintenant à M. Thibault de Saint-Prix, qui est notre secrétaire général au Centre des professions financières, de bien vouloir intervenir pour remettre le prix du Centre des professions financières. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureux évidemment ce soir de remettre au nom du Centre des professions financières, c'est-à-dire en votre nom à tous, un des 5 prix qui sont remis ce soir à l'occasion de notre cérémonie pour un mémoire qui a été manifestement salué par le jury pour sa criante actualité et sa grande qualité. Alors je vais tout de suite appeler d'abord le lauréat, qui est François Bréhin, qui ne doit pas être loin. Et puis je vais appeler son professeur, Franck Vermet. Donc Monsieur Vermet a non seulement accompagné notre lauréat, François Bréhan, dans son travail, mais également il est le directeur de lauréat. Et je vais y revenir dans un instant. Merci beaucoup. Alors, je ne voudrais pas assombrir votre soirée par quelques mots d'introduction, simplement en relevant que les alarmes les plus fréquentes des experts, les alarmes sont les plus fréquentes aujourd'hui des experts dans le monde entier quant au risque grandissant de voir des événements climatiques frapper notre planète et frapper des populations dans des conditions particulièrement importantes et particulièrement graves. Et le mémoire choisi par le Centre cette année, qui s'intitule « Risques de crue de la Seine sur le bassin parisien », est, je crois, au cœur de ce sujet. Et donc, il n'a pas été choisi, je vous rassure, par le Centre parce que nous vivons pour la plupart d'entre nous en Île-de-France, mais il a été choisi parce qu'il propose des approches et des méthodologies qui sont particulièrement intéressantes. Et au fond, ce sujet a une portée bien plus importante que le seul sujet des risques de crue sur le bassin parisien. Il illustre en effet ce que sont les aléas climatiques extrêmes qui comptent parmi les plus difficiles à appréhender. Je ne suis pas un spécialiste de la question, mais dont les conséquences économiques risquent d'être redoutables pour les temps qui viennent. D'ailleurs, au cours des jours qui se sont écoulés, on a encore eu quelques illustrations de l'acuité de cette question, puisque le 4 avril, Swiss Re Institute, au travers de son étude Sigma, nous indiquait que les catastrophes naturelles survenues dans le monde en 1921 ont provoqué des dommages à hauteur de 270 milliards de dollars, ce qui représente un montant considérable. Rien que pour la France, c'est 4,7 milliards de dommages. Et parmi les catastrophes naturelles à l'origine de ces pertes économiques, il y a bien sûr les épisodes extrêmes d'inondations qui prennent de plus en plus d'ampleur. Et le même institut souligne que les inondations survenues en Europe en juillet 2021 ont été la catastrophe naturelle la plus coûteuse jamais enregistrée dans la région. L'acuité me paraît évidente. Au niveau mondial, les inondations représentent désormais 31% des catastrophes naturelles, avec plus de 50 inondations graves recensées à travers le monde pour la seule année 2021. Et si l'on se reporte aux travaux qui ont été publiés récemment, en février, je crois que c'était le 2e volet du 6e rapport du GIEC, qui attirait l'attention de tout un chacun sur les 4 grands risques qui menacent particulièrement la France. Les canicules meurtrières amenées à être plus fréquentes, les pénuries d'eau,
les pertes de rendement agricole et les inondations dues à la fois à l'élévation du niveau de la mer et aux épisodes de pluie intenses. Je cesse là l'énumération des sujets pour ne pas vous lasser. Mais on comprend donc dans ces conditions pourquoi les acteurs financiers, et en premier lieu les assureurs, et leurs régulateurs sont de plus en plus attentifs aux conséquences de ces événements hautement probables. François, vous êtes doublement diplômé, d'abord de l'INSA, donc l'Institut national des sciences appliquées de Rennes, et d'autre part, vous êtes diplômé de l'ORIA. C'est ce qui justifie d'ailleurs que vous soyez ce soir reconnu et honoré, si je puis dire, pour le travail que vous avez fait. Donc je précise que l'ORIA signifie Euro Institut d'Actuariat, donc qui est situé à Brest. Et j'ai compris, sans être un spécialiste, parce que votre mémoire comprend beaucoup de formules mathématiques et qui dépasse très clairement mon niveau de compétence, que vous vous êtes attelé à un très lourd travail qui, si j'ai bien compris, a consisté à essayer de modéliser les trajectoires possibles des crues de la Seine en fonction de scénarios de modification des paramètres de fréquence et d'intensité de la pluviométrie. J'espère que je n'ai rien trahi. Et en second lieu, vous êtes appliqué à calculer la distribution des pertes annuelles pouvant en résulter pour les assureurs. Ceux qui me connaissent ont compris qu'il m'a fallu bien lire ce que je viens de vous dire pour ne pas me tromper. Alors, je me permets quand même de relever au passage que c'est un peu un paradoxe pour vous de vous être intéressé à ce sujet, parce que si j'ai bien compris, la physique ne vous intéressait pas du tout, donc vous êtes plutôt un mathématicien, plutôt un statisticien, et pourtant vous vous êtes intéressé à un phénomène physique qui est particulièrement important, évidemment. Alors, je comprends que le jury du concours a considéré que votre travail était particulièrement original. Vous êtes attaché à concevoir un modèle d'évaluation des risques de catastrophes naturelles, le risque CatNat, comme on dit, en suivant une démarche à triple dimension, le risque d'exposition, le risque de vulnérabilité, le risque d'aléa. Et je suis sûr que vous nous en direz quelques mots pour partager avec largement le public ce qu'est l'essence de vos travaux. C'est donc un travail très fouillé, documenté, que vous avez réalisé, François, sous la direction de Franck Vermet, sur un sujet qui est manifestement difficile en termes techniques et sur lequel je crois qu'on n'a pas beaucoup de recul. Ce travail théorique est apparemment sans équivalent, c'est ce que je me suis laissé dire, et qu'il ouvre probablement et très certainement même de vraies perspectives, pas seulement pour les assureurs, mais également pour tous les acteurs de la sphère financière et aussi pour les régulateurs, sur la compréhension des nombreuses formes de catastrophes naturelles dont le risque d'aggravation, premièrement, et la magnitude de leurs conséquences ont de fortes chances de croître. Je suis sûr que Jean-Guy Deval, que l'on a cité tout à l'heure et qui a marqué très longtemps ce concours international, serait très fier de vous remettre ce prix. Et donc c'est au travers de ma personne, si vous voulez bien, que je vais vous remettre ce soir le prix du CPF, car j'ai bien moins de qualité que beaucoup d'entre vous ce soir pour le faire. Je vous dis bravo et je vous souhaite bonne chance, puisque manifestement votre vie professionnelle prospère, si je puis dire, et on vous souhaite beaucoup de succès après ces travaux. Je suis sûr que vous allez pouvoir nous dire quelques mots sur ce travail et peut-être aussi, Franck, aussi sur ce thème. Mais avant, je vais vous remettre... Juste une petite précision. Ce prix, c'est ce joli trophée, ce joli diplôme, mais je retiens ce que disait Alain Cazalet aussi. C'est une reconnaissance financière à la hauteur de ce qui était annoncé tout à l'heure. Pardon d'aborder cette question triviale, mais on a un grand plaisir à le faire. Je vous remets ce diplôme. Donc merci beaucoup pour ce très beau discours qui a très bien résumé mon mémoire. Donc je suis très honoré évidemment d'avoir obtenu ce prix de la part du Centre des professions financières. Donc je tiens à remercier tout d'abord le Centre évidemment, ainsi que l'ensemble du jury qui a donc sélectionné mon mémoire parmi un ensemble de travaux certainement tout aussi qualitatifs que le mien. Plus personnellement, je souhaiterais remercier un grand nombre de personnes. Tout d'abord, donc mon tuteur en entreprise, Clément Bilori, qui malheureusement n'est pas là ce soir, mais qui m'a accompagné pendant près de 6 mois de façon vraiment incroyable
et sans qui je n'aurais jamais réalisé de tels travaux. Ensuite, je souhaite remercier évidemment Monsieur Vermet, sans qui je ne serais pas devant vous aujourd'hui. J'ai une pensée particulière aussi pour mon autre directeur de l'INSA, Monsieur James Ledoux, qui aussi m'a beaucoup apporté personnellement. Enfin, je souhaite donc remercier ma famille, dont certains sont présents ce soir, ainsi que tous mes amis, qui m'ont apporté un fort soutien pendant donc, cet été de réalisation un petit peu compliqué vu le contexte, mais qui a été très riche et très formateur pour moi. Vous avez très bien résumé mon mémoire, donc simplement pour préciser un petit peu, j'ai souhaité réaliser donc une ouverture sur le réchauffement climatique, qui est donc, comme on a pu l'entendre déjà, vraiment une thématique d'actualité, et notamment donc au travers de l'étude de l'impact du réchauffement climatique sur les risques de crue de la Seine, qui est donc quelque chose de très dangereux. Ce qu'on a pu voir donc au travers des chiffres que je présente dans ma mémoire, que je vous invite à lire si jamais ça vous intéresse, et du fait que la prise de conscience, bien qu'elle soit récente, de la part des régulateurs et des autorités, et également donc de façon sociétale, est très importante et évidemment d'actualité à la fois dans le présent, mais également dans le futur proche. Et donc je vais laisser Monsieur Vermet dire quelques mots à la suite de ma... Donc, je remercie le Centre des professions financières pour l'organisation de ce concours, hein, qui permet de valoriser donc, les meilleures mémoires donc, sur des sujets d'actualité récents. C'est un plaisir d'être présent ici aujourd'hui et je dois dire que ce concours réussit particulièrement bien aux étudiants de lauréat, puisque depuis 2019, c'est le 4e étudiant qui est primé par un des prix de ce concours. Donc voilà, je suis vraiment très heureux d'être ici. Alors, concernant François, quelques mots de son parcours. Donc, comme il a été dit, François a intégré lauréat donc, en Master 1 en 2019 dans le cadre de la convention de double diplôme donc, entre l'Institut d'actuariat de Brest et l'INSA, donc la filière génie mathématique de l'INSA de Rennes. Donc c'est un partenariat qui est très fructueux et très enrichissant pour nos deux écoles. Et en fait, on voit aussi que la polyvalence ingénieur et actuaire, c'est bien entendu un atout pour la réalisation de mémoires de qualité. Et la formation de lauréat en fait, a permis de compléter ces compétences multiples, donc à la fois mathématiques, informatiques et actuarielles. Donc, comme il a été dit aussi, le sujet choisi sur les risques de crue de la Seine sur le bassin parisien, c'est un sujet complexe hein, qui fait intervenir beaucoup de phénomènes à modéliser. Donc il y a une grande complexité dans ce sujet. Et moi-même, j'ai vraiment été impressionné quand j'ai vu son mémoire de François, à l'occasion des soutenances en septembre dernier. Bon, j'ai vraiment été impressionné et je pensais évidemment, je me suis vraiment dit que ce mémoire méritait évidemment d'être primé. Donc je suis vraiment très, très heureux ce soir que François ait obtenu ce prix. Comme il a été dit également, donc la gestion, la modélisation des risques liés aux catastrophes naturelles, c'est un enjeu majeur, notamment particulièrement dû aux risques liés au réchauffement climatique. Donc c'est évidemment un sujet qui rentre dans la thématique de ce concours. Et François a réalisé un travail très riche. Et pour cela, il s'est basé notamment sur l'utilisation d'open data. Donc il a utilisé notamment trois bases de données, qui est donc la base Copernic sur les données topographiques, la base Hydro sur les données hydrologiques du bassin fluvial de la Seine et la base ISD sur les relevés pluviométriques. Donc c'est un gros travail de capacité à utiliser des open data, et comme il a été dit aussi, c'est des outils nouveaux en fait, qui vont permettre de mieux gérer les risques, peut-être mieux aussi pouvoir les modéliser. Et le travail de modélisation donc, qui a intégré à la fois donc, la pluviométrie, la hauteur du fleuve, l'impact en fait, de la montée du fleuve sur les habitations et l'évaluation du coût des sinistres en, fait, en fonction du type d'habitation. Donc ça, c'est un travail qui a vraiment été un travail vraiment conséquent, et moi j'ai vraiment été épaté quand j'ai vu que François avait réussi à faire tout ça en un délai aussi court. Je trouvais vraiment que c'était quelque chose de vraiment remarquable. À noter également, vous pourrez lire le mémoire qui est disponible sur le site de l'Institut des actuaires. Il y a un rendu, une très belle qualité de rendu des résultats aussi avec l'utilisation de cartographie, méthodes de cartographie avancées, donc qui ont été développées avec le logiciel R, qui est un logiciel libre. Et on voit aujourd'hui, on voit aussi qu'il y a une grande maîtrise
des compétences en cartographie donc qui font qu'il y a vraiment un rendu très très intéressant de ce travail. Voilà, donc je voudrais également remercier l'entreprise SIA Partners qui recrute régulièrement des stagiaires et propose des sujets vraiment toujours intéressants. Donc on a vu Sarah l'année dernière, et donc cette année François. Donc voilà, donc c'est toujours un plaisir aussi de travailler avec les cabinets de conseil et les compagnies qui accueillent nos étudiants et qui aussi proposent et donc permettent aussi à nos étudiants de réaliser des mémoires de belle qualité. Voilà, je vous remercie. J'avais demandé à comment dirais-je, Lionel Calvez de me rejoindre. Alors, Covea nous soutient de longue date. Je salue aussi la différence de nos amis, parce qu'il y a un vrai soutien, il y a un vrai travail d'équipe avec Covea. Donc, c'est aussi un élément qui est précieux. Moi, il y a un propos de Thierry Derez qui m'est toujours resté dans un coin de la tête. Alors, quand je m'occupe un peu du club d'investisseurs de long terme, c'est qu'il considérait que l'enseignement, l'éducation, c'était un des premiers investissements de long terme. Alors, par votre engagement, vous nous le montrez et je vous cède la parole avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai l'honneur de remettre un prix au nom de Covea. Juste avant, je fais un petit aparté sur la thématique de cette session. Enfin, je trouve évoquer vers un monde nouveau, point d'interrogation, c'est quand même totalement pertinent au regard quand même finalement en particulier en tant qu'actuaire et responsable de fonction de risque d'un groupe d'assurance comme Covea. C'est extrêmement pertinent en termes d'interrogation. C'est obligatoirement, c'est vrai que ça touche, on a parlé de changement climatique, on parle également du contexte suite à ce qu'on peut connaître à l'heure actuelle en Ukraine avec cette guerre et les impacts, bien évidemment, sur les marchés financiers. C'est-à-dire que c'est quand même, on a extrêmement besoin justement de compétences dans ce contexte-là, d'étudiants, et c'est pas uniquement voilà, de compétences seniors, mais également de compétences juniors pour pouvoir dans le long terme accompagner. Nous, on est en tant qu'assureur sur un temps long. Et je partage totalement la remarque faite par Thierry Derez sur cette dimension. C'est vrai qu'on travaille sur le long terme et c'est un point important. Je vais peut-être demander à Damien Loureiro, si je prononce bien, de me rejoindre, ainsi que Caroline Guéret. Le truc qui est lourd après. Oui. Merci. D'abord, toutes mes félicitations. C'est un sujet alors assurantiel, il est vrai, qu'a traité Damien dans son mémoire. Donc c'était en plus pour moi, je suis plutôt historiquement un assureur vie au départ, donc ça m'a particulièrement touché. Donc là, on est sur ce que j'évoquais, face à finalement un monde qui change, un environnement qui évolue, on doit se remettre en question de manière permanente. La remise en question, ça passe par également la modélisation de nos risques. Et un des enjeux extrêmement importants dans la modélisation de nos risques, au-delà des modèles, c'est la donnée. La donnée, c'est bien évidemment, ça devient fortement, souvent, on a plein d'idées en termes de modélisation de risques, mais on peut être confronté finalement à un manque de données ou un manque parfois aussi de qualité de données. Et ce que je trouvais extrêmement intéressant dans le mémoire et le travail effectué par Damien, c'est la capacité, on en a parlé tout à l'heure, d'open data, de pouvoir élargir finalement la vision sur un risque particulier. Là, on était sur la tarification d'un risque d'incapacité, mais de pouvoir faire évoluer ces modèles de tarification en intégrant
des nouvelles données qui permettent d'avoir un regard un peu nouveau sur ce risque et de pouvoir avoir une tarification basée sur de nouveaux critères. Et là, en particulier, ce qui était ciblé, c'est des critères géographiques, d'avoir une approche un peu plus fine. Et ce que je constate, c'est que vous avez remarqué qu'il y avait véritablement, finalement, à travers ce risque incapacité qui était vu jusqu'à présent dans les modélisations de manière assez homogène, quels que soient finalement les territoires géographiques en France, on pouvait avoir des disparités géographiques, et c'était extrêmement intéressant de voir comment, finalement, avec cet apport de données externes, on pouvait véritablement apporter un regard nouveau. Et je trouve que pour nous, en tant qu'assureurs, c'est important d'avoir des mémoires qui sortent du cadre, qui vont aller finalement vers de nouvelles voies, vers de nouvelles approches. Et c'est extrêmement important. Et en tout cas, bravo pour ce travail. Félicitations aussi à l'NCAE pour avoir accompagné Damien. Et puis je vais vous laisser peut-être vous exprimer. Tenez déjà le diplôme. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très honoré de recevoir le prix Covea dans le cadre de ce 33e concours international des mémoires de l'économie et de la finance. C'est toujours agréable de recevoir une telle récompense et qui est surtout une très belle reconnaissance du travail réalisé. Je remercie donc Covea, groupe présent dans l'ensemble des secteurs de l'assurance et dont les marques MMA, GMF et la MAF sont connues et reconnues par l'ensemble des Français, ce qui en fait pour moi un prix très prestigieux. Je remercie également les membres du jury et le Centre des professions financières pour l'organisation de ce concours qui permet de mettre en lumière le travail fait par des étudiants, même si nous sommes bien évidemment accompagnés par des professeurs et des tuteurs en entreprise. Merci aussi à la Banque de France de nous accueillir dans ce très beau lieu historique. C'est un honneur de recevoir un tel prix dans un tel endroit. Je tiens également à féliciter tous les autres lauréats, ainsi que l'ensemble des nominés pour leurs travaux. Pour ma part, mon mémoire est intitulé « Utilisation de la DSN et de l'open data pour élaborer et expliquer un zonier incapacité ». Alors l'objectif de ce mémoire, comme ça a été dit, c'était d'élaborer un zonier incapacité afin d'identifier des zones plus ou moins risquées en termes d'arrêt maladie en France. Donc pour cela, on a eu recours aux données issues des DSN, donc déclarations sociales nominatives, qui sont des données que les organismes assureurs ont à leur disposition pour leurs contrats collectifs, pour leurs assurés collectifs. Et alors la DSN, c'est un système qui permet à tout employeur de déclarer de façon mensuelle et un ensemble d'informations liées à ses salariés. Donc c'est quelque chose de très très riche, avec beaucoup d'informations. Donc c'est une richesse pour les organismes assureurs aujourd'hui, à l'heure où on dit que l'or noir du 21e siècle, c'est la data. Je pense que c'est sur ce point, comme ça a été dit, que mon mémoire s'inscrit le plus dans le thème vers un monde nouveau, où a priori nous nous dirigeons vers un monde de plus en plus digitalisé, de plus en plus data, et donc où cette utilisation de la donnée devient un enjeu de plus en plus important pour tous les acteurs et dont les organismes assureurs. Dans le cadre de mon mémoire, nous avons donc utilisé ces données et nous avons démontré que le risque et capacité n'était pas le même partout en France et qu'ajouter un critère géographique dans cette tarification prévoyance collective apporterait donc un degré de segmentation supplémentaire, apporterait donc un tarif plus fin et ça pourrait être un avantage concurrentiel pour l'assureur qui le met en place. Alors aujourd'hui, je suis presque seul devant vous, mais c'est un peu injuste car beaucoup de personnes m'ont accompagné dans la réalisation de ce mémoire. Je pense notamment à Julie Seguela et Solange Hamel, mes deux tutrices en entreprise, dont je les remercie énormément parce qu'elles m'ont énormément apporté. Un grand merci aussi à Malakoff Humanis, notamment aux directions data et techniques qui m'ont permis de travailler sur ce sujet et de l'aborder avec des méthodes innovantes. Je remercie aussi ma famille, mes amis
et plus spécifiquement ma maman qui est venue pour l'occasion. Étant donné mon accent, vous avez dû deviner que je ne suis pas originaire de la région et qu'elle a dû faire quelques kilomètres pour venir jusqu'à nous. Pour finir, avant de laisser la parole à Caroline Hilleret, ma tutrice académique, je remercie l'ENSAE et plus particulièrement vous qui m'avez accompagné tout au long de mon mémoire et qui m'avez encouragé à participer à ce concours. Sans vous, je ne serais donc pas ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup Damien, mais tout le mérite vous revient. Donc, je suis très heureuse d'être ici parmi vous et je souhaite avant tout, bien sûr, féliciter Damien pour son très beau travail et pour ce prix qui vient couronner ces très beaux résultats qu'il a obtenus à l'ENSAE durant sa formation d'actuariat en master spécialisé. Donc, c'est un très beau travail. Je ne vais pas revenir sur le contenu et être plus en précision dans ces résultats. Moi, ce que je souhaitais juste souligner, c'était le courage que Damien a fait preuve à l'attaque de cette grosse base de données qui est la base qu'il a mentionnée DSN, de la déclaration sociale nominative, qui est une base très difficile à exploiter. Elle est relativement récente, ce n'est que depuis 2017, donc ça faisait 3 ans quand Damien a commencé son mémoire que cette base, que les remontées de ces données étaient faites de façon systématique dans cette base, ce qui fait que peu de personnes l'avaient vraiment regardé, en tout cas exploité ou avaient travaillé dessus. Donc ça a été un travail très long, fastidieux, et donc il fallait, je pense, un certain courage pour se lancer dans ce travail de titan, de travail en amont pour rendre la base vraiment exploitable. Donc là-dessus, je tenais vraiment à vous féliciter pour ce point-là. Donc bien sûr, hein, vous avez été accompagné, mais enfin quand même, le travail, c'est vous qui l'avez fait en grande partie. Et vos encadrants, qu'ils soient en entreprise ou pédagogiques à l'ENSAE, étaient surtout là pour vous guider. Mais bon, voilà, on a quand même été peu présents et leur mérite vous revient complètement. Un point aussi où je souhaitais rebondir sur ce que M. Calvez a dit, c'est un peu sur le côté originalité de votre travail, puisque vous avez construit un zonier en incapacité donc pour de la prévoyance collective. Donc faire des zoniers en assurance MRH, multirisque habitation, c'est quelque chose d'assez courant. En assurance prévoyance, c'est quand même beaucoup plus original et beaucoup moins courant. Donc il fallait aussi oser se lancer là-dedans et voir effectivement si des résultats intéressants arrivaient. Et effectivement, ils sont là. Et puis un dernier point qui a été déjà mentionné pour d'autres travaux, c'est le côté opérationnel des choses. Voilà, à l'ENSAE, on forme on a beaucoup de cours en statistique. Donc maintenant, on dit data science, ça fait mieux. Mais les travaux sont souvent d'une très grande technicité en statistique. Mais il ne faut pas perdre de vue aussi le point de vue opérationnel. Donc là, vous êtes allé jusqu'au bout de la démarche de produire, comment voir l'impact en tarification en assurance collective prévoyance et d'avoir tout ce cheminement dans un seul travail, dans un seul mémoire, c'est vraiment quelque chose de remarquable. Et encore une fois, donc toutes mes félicitations pour ça. Et je souhaitais aussi remercier Covea et puis plus généralement le Centre des professions financières et tous les membres des jurys qui ont examiné toutes les contributions que toutes les formations vous ont envoyées. C'est vraiment pour nos étudiants et pour nos formations ce prix qui revient chaque année, quelque chose de très stimulant et de très motivant. Et donc pour tout ça, je souhaitais vous remercier également. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Madame. Ces derniers mots nous viennent particulièrement au cœur, comme vous y pensez, parce que c'est aussi un travail de toutes les équipes tel qu'il était évoqué tout à l'heure. Donc on est très heureux que vous l'appréciez. Alors on fait une dernière photo. Merci Thibault. Alors le trophée du lauréat. Mon cher Lionel, merci beaucoup pour l'équipe. Je salue à nouveau Stéphane Cossé, Mireille Aubry de chez Toise. Tout ça, c'est des appuis précieux, fidèles dans le temps, c'est important.
Alors, je crois qu'on est quasi dans les temps, c'est pas si mal finalement. Donc, l'Institut des actuaires, j'appelle Philippe Talleux, son président. Pardon ? Je ne tiens pas à le casser. Non, mais moi aussi, c'est pour ça, on le prend et je l'emballe tout de suite après. J'essaie de. Donc, je salue aussi Anne-Sophie Boulard qui participe à nos travaux, hein, et à vos côtés avec enthousiasme, talent, efficacité. Monsieur le Président, cher Philippe, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président et messieurs du Centre des professions financières, messieurs et Madame les actuaires cachés dans la foule, parce qu'il y en a quelques-uns. En tout cas, je suis très heureux. Je tiens à vous remercier au nom de l'Institut d'être ici. Parce qu'un des premiers sujets qui a été évoqué en introduction est celui de l'importance de l'éducation. L'importance de l'éducation, c'est une des valeurs clés de l'Institut des actuaires, qui va, pour ces 10 formations dont un certain nombre d'enseignants sont ici, mais qui va aussi sur la recherche, et la première étape étant les mémoires d'actuariat dans le circuit qui est le nôtre. Le sujet de la formation n'est pas automatiquement un sujet exclusif. On a eu l'occasion d'en discuter avec vous et essayer d'augmenter la mise en contact avec les différentes formations. En tout cas, grand merci pour avoir ces prix qui sont en lien avec l'éducation. Mon cher Philippe, je fais une petite précision. Vous avez aussi usé de tous vos réseaux d'écoles d'actuariat en Europe avec une efficacité remarquable. Donc voilà, je voulais aussi vous remercier plus particulièrement pour ça. Et on voit la force des actuaires dans différentes dimensions. Le thème de l'année dernière était quand même aussi intéressant. Et cette année, vous avez préempté un sujet... Alors, je vous remercie, mais j'ai un peu honte parce que pour le grand bonheur des jurys que je remercie, il n'y a eu que 42 soumissions. Nous aurions aimé en avoir beaucoup plus de nos membres des différents réseaux internationaux, mais les jurys auraient fortement souffert. Donc, c'est une question d'équilibre. Hein. C'est un grand sujet des actuaires. Alors, comme vous le savez tous, les actuaires sont des professionnels du risque et de la valorisation financière. Donc, ils se trouvent ici automatiquement en amis. Et donc, ça complète notre plaisir. Alors maintenant, je vais devoir être court parce que sinon, en passant le dernier, je vais être accusé de porter le retard de la session complète. Donc, je vais proposer à Sandrine Wynne, j'espère pas écorcher le nom, de venir me rejoindre. Vous êtes accompagné de quelqu'un de je vais demander au tuteur de Sandrine de venir s'il est dispo, parce que l'ISA ne peut pas être présenté. Alors, c'est maintenant qu'on attaque la partie douloureuse de l'exposé. Je vais vous raconter, avant de rentrer dans le corps du sujet, et ça, je serai assez court d'ailleurs sur ce point, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques mois, dans une instance assemblée, gouvernement, vous voyez un petit peu ce genre d'assemblée, les actuaires ont été accusés de ressembler à des dinosaures. Donc, pour ceux qui sont de la famille, sachez que ça nous a fait mal. Il est vrai que nous n'avons que 100 ans d'âge, voire un peu plus, ce qui ne nous qualifie pas de très jeunes, mais qui nous renvoie pas quand même au paléolithique ou à une autre ère historique. Pourquoi avons-nous été qualifiés par une personne politique que vous connaissez, que je ne nommerai donc pas, de dinosaures? Parce que nous ne savions pas utiliser l'open data et le bayésien. Alors, je reprends un petit peu les quelques mémoires dont je félicite les récipiendaires et les formations qui les ont supportées.
Il me semble avoir vu passer pas mal de sujets sur l'open data, sur le bayésien probablement. Et en fait, dans le mémoire de Sandrine, on retrouve les deux. Ce qui prouve qu'on peut être qualifié de data science en étant actuaire. L'inverse n'est peut-être pas vrai, mais ça reste un propos qui m'est propre. Donc toute la constatation du fait que nous n'ayons pas évolué est mise en brèche par le Centre des formations financières, je ne vais pas me tromper ce coup-ci, et je tiens à leur remercier. C'est une deuxième vertu de ce concours. Alors, donc dans le mémoire de Sandrine, on retrouve pour un sujet très pratique qui est celle de l'extension de périmètre géographique, on retrouve la recherche de données externes, on retrouve l'apprentissage que l'on a au fur et à mesure de l'acquisition des données, qui sont en fait des principes qui sont certes anciens, mais complètement rénovés par la technique. Donc c'est à ce titre que je tiens à la remercier, parce que donner tort à des politiques en pleine campagne électorale, c'est un grand plaisir, sur un sujet technique, non politique, vous noterez. Je tiens aussi à féliciter l'ISFA qui fait le retour dans ce concours, parce que l'ISFA était absent l'année dernière dans les différents mémoires. Et j'espère que tous les étudiants qui sont ici et tous les professeurs porteront le succès du 34e qui va commencer, je l'espère, bientôt. Je vous remercie. Sandrine, je vous passe la parole, et je ne pense pas avoir défloré le sujet et pas vous avoir mis en situation compétitive dangereuse. Merci. Merci. Alors du coup, bonjour à tous et à toutes. Je tenais notamment à remercier l'ensemble des partenaires du concours, et notamment l'Institut des actuaires, de m'avoir sélectionnée en tant que lauréate pour leur prix. Également, je remercie mes tuteurs d'entreprise, donc Franck Boukobza qui est ici aujourd'hui avec moi, mais aussi Victoire Pia, Jean-Nicolas Marillet, ainsi que mon tuteur académique à l'ISFA, donc Didier Rulia. Je tiens aussi à remercier mes parents, bien sûr, de m'avoir permis en fait, de m'aider à 100% dans mon travail. Donc je suis très très honorée d'être ici aujourd'hui, d'autant plus qu'être primée par l'Institut des actuaires en tant qu'actuaire reste un immense privilège. Pour tout vous dire, en fait, avant tout ceci, je n'arrivais pas à me convaincre de la qualité de mon mémoire, tout simplement parce que j'avais une visée, c'était de faire de mon mieux et de ne pas avoir de regrets. Donc c'était une belle surprise, merci. J'ai connu ce concours grâce à David Fitouché, donc un associé du cabinet Actuelia, qui a vu le sujet de mon mémoire, qui parle d'open data, des machines virtuelles, et qui a vu le thème du concours, donc vers un monde nouveau, et qui s'est dit, ça va matcher, donc pourquoi pas, tente, et donc j'ai tenté. Et donc une petite aparté, c'est que David Fitouché est un ancien lauréat, aussi de son concours, mais c'était pour le prix du Centre des professions financières, mais ça date quand même de 2004, donc ça remonte de pas mal de temps. Ouais, c'est ça. Et donc, si je devais parler de mon sujet, en tout cas de manière un peu plus précise, en fait, l'histoire est assez simple. Imaginez une petite mutuelle qui est localisée dans une région très précise en France et qui, sur cette région-là, elle connaît parfaitement son tarif, donc il n'y a pas de souci. Mais alors, sur le reste de la France, c'est l'inconnu total. Donc, elle se demande comment faire pour étendre quelques-uns de ses produits d'assurance santé à d'autres régions de la France, donc à une échelle nationale. Et la réponse que je propose, c'est d'utiliser donc les open data. Donc pourquoi ce sujet? Tout simplement parce que je voulais terminer mon parcours académique avec un sujet qui me plaisait, et donc mettre des prix sur des choses, modéliser, parler d'open data, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et en fait, le plus important pour moi, c'est d'avoir un sujet qui m'amuserait, parce que je voulais pas passer des week-ends ou des soirées à souffrir sur un sujet qui ne m'intéressait pas, tout simplement. Et si on devait retenir quelques mots de mon sujet, je dirais que finalement, l'open data, couplé aux solutions logistiques et techniques de notre temps, dont je pense à tous les
les programmes de codage, mais aussi tout ce qui est machine virtuelle, permettent finalement d'étendre significativement l'horizon des possibilités, mais aussi la panoplie d'un actuaire de nos jours, que ce soit pour répondre à des problématiques d'assurance santé ou de tarification, comme ce fut mon cas, ou de prévoyance, comme ce fut le cas du lauréat précédent. Et malgré cela, il reste quand même quelques limites, on va dire, quelques freins, notamment en matière de santé, c'était l'anonymisation, qui est due au caractère sensible des données, qui mettent un frein quand même aux études, bien que compréhensibles. Donc merci beaucoup pour votre écoute et je laisse la parole à Franck. Bravo Sandrine, félicitations. Merci. Bravo, bravo. Du coup, maintenant qu'on est vraiment nombreux à saluer la qualité de ton travail, j'espère que tu auras un peu moins de doutes. Quel plaisir finalement vous imaginez d'encadrer un mémoire de cette qualité. Alors côté entreprise, je suis le seul intrus ce soir. Vraiment, quand un mémorialiste finalement conjugue créativité, persévérance et force de travail, alors on trouve là une pépite comme nous a proposé Sandrine. Alors, je ne vais pas revenir sur le fond technique du sujet qui a déjà été abordé un peu par Sandrine ce soir. L'idée, c'était plutôt ici pour moi ce soir de saluer la qualité de l'écrit qui est vraiment un des marqueurs forts de ce mémoire. La qualité de l'écrit. Bravo Sandrine d'avoir su raconter finalement une histoire à tes lecteurs. C'est vraiment quelque chose de formidable. Finalement, par cette réalisation, tu as réussi à incarner une des valeurs fortes qu'on prône au quotidien, qui est la pédagogie. Et c'est vrai que c'est un défi assez important qui s'offre à la profession actuarielle, que justement de rendre le plus intelligible possible nos travaux qui peuvent paraître souvent assez techniques, et ça dans le but de nous faire finalement tous progresser. Donc encore bravo, et finalement encore quelques mots pour terminer et te dire que combien nous sommes fiers de t'avoir à nos côtés maintenant depuis presque 3 ans, de te voir grandir, évoluer, progresser, c'est magnifique, et on espère encore pendant un long moment. Félicitations Sandrine. Oui, alors on peut ranger ça là-dedans. Ça permet de transporter plus. C'est le bon sens. Non, c'est un très bon choix de sujet en plus. Toutes mes félicitations encore. Mais je crois qu'on illustre cette année encore avec ces sujets et ces candidats, et on se félicite au Centre des professions financières de cet exercice du concours. Je vais demander à notre président, Monsieur Michel Pébreau, de bien vouloir me rejoindre, de prendre le micro, parce que 2 annonces, il va vous faire part aussi du sujet du prochain concours, président. C'est ça, absolument. C'est ça, absolument. Voilà. Bien, chers amis, au terme de cette cérémonie qui honore, une fois encore, des travaux de grande facture et des formations exigeantes, il nous reste à remercier celles et ceux qui se sont engagés avec beaucoup d'enthousiasme dans la préparation de cette 33e édition du concours des mémoires de l'économie et de la finance. Je ne les citerai pas à nouveau, les ayant mentionnés dans mon propos introductif. Je vous propose de nous tourner sans attendre vers l'avenir en nous intéressant à la préparation de la prochaine édition de notre concours. Le thème choisi pour la 34e édition est « Faire face aux nouveaux défis ». Il est d'une actualité brûlante, ainsi qu'en atteste l'enchaînement des chocs de notre environnement et l'accélération des transformations qui modèlent un monde différent, bousculant beaucoup de schémas préétablis. Au-delà des interrogations et parfois du trouble que ces événements suscitent, j'y vois pour ma part beaucoup d'opportunités, notamment pour les jeunes générations. N'en doutons pas, celles-ci sont mieux préparées qu'on ne l'imagine
pour penser le monde qui vient et les défis qu'il pose à nos sociétés. Mieux d'ailleurs qu'y faire face, les jeunes générations sauront les relever. J'encourage vivement les étudiants à explorer de nouvelles voies de recherche, à imaginer des réponses originales et, pourquoi pas, ne pas le leur demander plus disruptives, en vue de permettre au plus grand nombre d'inscrire leurs pas vers une société plus prospère, plus durable et plus inclusive, si possible en paix. Soyez nombreux cette année encore à prendre part à ce concours et étonnez-nous en 2022. Voici maintenant le temps de la convivialité. Il nous reste à nous retrouver autour d'un verre organisé avec le soutien amical de la Société Générale Securities Services. Merci pour votre attention et bonne soirée à tous.